Donc bonsoir, nous sommes ce soir réunis avec le docteur Landowski pour parler de la chirurgie de la fertilité. Vous aurez sans doute des questions à nous poser après la prise de parole du docteur Landowski et Laure sera là pour répondre à vos questions et vous pouvez les poser dans la partie Q&A qui se trouve en bas de votre écran, en bas à droite. Vous pouvez également lever la main si vous avez besoin de vous signaler, mais la partie Q et R est a priori la plus adaptée pour poser vos questions. Donc, docteur Landowski, vous êtes spécialiste, vous êtes chirurgien et de ce fait, vous pratiquez différentes chirurgies de la fertilité. Je vous laisse vous présenter peut-être et présenter également ces différents types de chirurgie. Merci Isabelle. Donc effectivement, Philippe Landowski, je suis chirurgien gynécologue avec une orientation dans mon activité dans la chirurgie dite de l'infécondité. La chirurgie de l'infécondité, ce sont des actes chirurgicaux qui se placent qui ont comme objectif la restauration de la fécondité, que cette fécondité soit naturelle, qu'on va qualifier d'in vivo, qu'elle soit liée à la prise en charge en AMP, c'est-à-dire en aide médicale à la procréation. Et pour faire un petit résumé, on agit sur l'appareil reproducteur de façon chirurgicale, soit dans la cavité utérine, par des actes qui s'appellent l'hystéroscopie opératoire. Hystéroscopie, c'est comme utérus et regarder à l'intérieur, et opératoire, y travailler. Et puis, on agit aussi sur la fécondité en travaillant à l'extérieur de l'utérus, c'est-à-dire en travaillant sur les trompes, sur les ovaires, sur le péritoine. On parlera de l'endométriose probablement. Et on parle donc là de célioscopie ou de céliochirurgie, c'est-à-dire l'introduction dans l'abdomen d'une petite caméra à travers le nombril et en général, deux petits instruments de quelques millimètres de diamètre par des petites incisions qui sont sur une ligne horizontale dans le bas de l'abdomen au niveau du slip. Voilà, l'acte chirurgical de restauration de la fécondité s'intègre donc dans la prise en charge globale d'une patiente, la prise en charge médicale, qu'elle soit médicale simple ou qu'elle soit médicale compliquée, et elle va aider de façon parfois obligatoire ou de façon parfois relative aux bénéfices de la fécondité. Voilà en tout cas, Isabelle, les grandes lignes de la chirurgie de la fécondité. Alors, parmi les pathologies ou les troubles qui nécessitent une prise en charge chirurgicale, un trouble de la fertilité, donc vous avez parlé de l'endométriose. Est-ce que parmi l'endométriose, on peut aussi parler de l'adénomyose, qui est peut-être plus compliqué à prendre en charge? Il y a donc les synéchies. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qu'on peut un peu nommer pour peut-être mieux les identifier? Alors, bien entendu, pour commencer par la pathologie intra-utérine, il y a donc la pathologie de la muqueuse utérine avec les polypes ou les endomètres trop épais qu'on appelle les hypertrophies endométriales. Et puis, il y a également les fibromes. Les fibromes, ce sont des tumeurs bénignes, extrêmement banales, parce que, grosso modo, une femme sur deux est porteuse de fibromes. Et ces fibromes, lorsqu'ils sont présents à l'intérieur même de la cavité utérine, vont altérer l'implantation. Et puis enfin, il y a les malformations, par exemple, comme les cloisons utérines. Et puis il y a des complications comme les synéchies utérines. L'ensemble de ces pathologies est accessible, facilement ou pas, à l'hystéroscopie opératoire. Pour la pathologie extra-utérine, c'est-à-dire la pathologie des trompes, des ovaires, du péritoine, c'est donc la célioscopie. La pathologie des trompes, elle se résume assez facilement en ce qu'on va appeler l'hydrosalpinque, c'est-à-dire la trompe qui est dilatée parce que son extrémité est refermée, son extrémité qui est au contact de l'ovaire. Il y a parfois des trompes dont le fonctionnement est moyen et de médiocre qualité. Il y a la pathologie des ovaires, avec les kystes sur les ovaires, que les kystes soient endométriosiques, on en reparlera, ou d'autres natures. Il y a la pathologie d'adhérence,
qui sont souvent séquelaires d'infections, les infections pouvant être les péritonites, souvent liées à une appendicite un peu délaissée dans sa prise en charge, des adhérences qui peuvent être liées à des infections sexuellement transmissibles, les IST, et puis enfin, bien entendu, l'endométriose. Je reparlerai de l'adénomiose juste après les quelques mots sur l'endométriose. L'endométriose, pour revenir, c'est la présence d'endomètres, l'endomètre étant la muqueuse utérine, située anormalement en dehors de l'utérus. Il y a des hypothèses mécaniques, chimiques, biologiques, environnementales, génétiques, toxiques, oxydantes, qui œuvrent en faveur de l'endométriose, mais personne n'a encore véritablement compris quelle en était la cause initiale. En tout cas, ça touche près de 40% des couples infertiles. Mais cette endométriose, elle peut être superficielle, elle peut être profonde, et elle peut être surtout, de temps en temps, ce qu'on appelle multiviscérale, c'est-à-dire toucher plusieurs organes. Lorsqu'elle est superficielle, elle est facile à traiter. Lorsqu'elle est profonde et qu'elle reste cantonnée aux régions qui entourent l'utérus, elle est relativement facile à traiter. Lorsqu'elle atteint les autres organes, en général le tube digestif ou parfois les uretères, ce sont les petits conduits qui vont des reins à la vessie, ou parfois la vessie, le traitement chirurgical est plus compliqué car le ratio bénéfice-risque est alors à envisager et parfois compliqué à accepter, en tout cas à définir et à prendre. Lorsque l'endométriose se situe sur l'un des ovaires, la difficulté du geste opératoire, c'est qu'on est à la fois tenté de traiter au mieux l'endométriose, mais on sait que si on la traite au mieux, on va altérer la réserve ovarienne. Et c'est tout l'enjeu de la difficulté de la prise en charge de l'endométriose ovarienne. Ensuite, je vais terminer avec l'adénomiose. L'adénomiose, est-ce vraiment une maladie? L'adénomiose, c'est la transformation progressive, presque physiologique, de chaque utérus. 90% des femmes de 40 ans ont un utérus qui est porteur d'adénomiose. Donc la vraie problématique n'est pas de savoir s'il faut traiter l'adénomiose. La vraie problématique n'est pas de savoir s'il y a ou pas de l'adénomiose. La vraie problématique est de savoir si cette adénomiose a un retentissement sur la fécondité, un retentissement sur la cavité utérine, un retentissement sur l'implantation, sachant que l'adénomiose, sur le plan des symptômes, va entraîner souvent des règles douloureuses et des règles abondantes. Voilà. Et donc, traiter l'adénomiose, c'est très compliqué parce que il faut avant tout ne pas abîmer cet utérus d'une femme qui a souvent un parcours qui est déjà parfois long et compliqué. Et rares sont les adénomioses qu'il faut traiter dans le cadre de l'infécondité. Il y a certaines lésions qui sont de petite taille qu'il faut traiter, mais les utérus dits adénomiosiques, c'est-à-dire qui ont une adénomiose présente dans tout leur volume, sont des utérus qui, d'une façon générale, n'ont pas de traitement chirurgical adapté dans le cadre de l'infécondité. Donc, on va plutôt agir sur la cavité utérine, le plus souvent sur des lésions d'adénomiose qui parfois sont visibles et qui peuvent altérer l'implantation. Voilà en tout cas quelques généralités que je peux vous dire dans un premier temps. Merci. Alors, on a une question concernant les traitements qui pourraient permettre de doper des endomètres qui restent de qualité médiocre, nous indique la personne qui prend la parole, c'est-à-dire que j'imagine atrophique après une cure de synéchie. Comment prendre en charge ces endomètres, même si la cavité utérine en tant que telle est redevenue de bonne qualité? Alors, quand on a une cavité utérine qui est redevenue d'un bon volume et qu'on est chez des femmes qui sont soit en insuffisance ovarienne, soit qui ont effectivement une séquelle, une complication qui s'appelle la synéchie, tout le challenge, c'est effectivement de refaire pousser cet endomètre. Et donc là, on n'est pas dans le traitement chirurgical, on est dans le traitement médical qui va associer la prescription d'estrogènes essentiellement et la prescription de notamment vasodilatateurs. Ce sont les médicaments que les collègues gynécologues spécialistes de l'infécondité médicale vont avoir tendance à donner. Ce sont des médicaments que l'on donne avec parfois des doses qui sont importantes
et l'efficacité de ces médicaments va être appréciée le plus souvent par l'échographie vaginale et qui va mesurer cet endomètre qu'on essaie de faire pousser. Et c'est de temps en temps un challenge qui est très difficile. Et comment ça se passe quand c'est un peu récalcitrant et que l'endomètre reste fin? Est-ce qu'il y a des espoirs pour ces femmes? Quand l'endomètre reste fin, définitivement fin, parmi tout ou avec tous les traitements médicaux qui ont été entrepris convenablement, durablement, c'est compliqué. C'est compliqué. Les Indiens, notamment, et les Chinois ont commencé à travailler sur l'endomètre fabriqué in vitro, mais pour l'instant, on n'en est pas là en France. Donc, c'est vrai qu'un endomètre qui reste totalement atrophique, qui ne pousse pas du tout, malgré les prescriptions adaptées, itératives et parfois à doses très importantes, on est un petit peu dans une impasse. Et le traitement chirurgical ne trouve d'une façon générale pas son indication pour faire repousser l'endomètre. Je dirais même que c'est une mauvaise chose si l'endomètre est fin, parce que agresser la cavité utérine finalement en allant à l'intérieur, même si on a un bon fond et qu'on veut l'améliorer, ce n'est certainement pas dans les cadres d'endomètre atrophique que l'on va y arriver. Et c'est vraiment la vraie difficulté des collègues qui font de l'AMP sur les endomètres fins séquelaires. Quelle est la place du scratching justement dans le... Alors, le scratching, c'est tout et rien à la fois. Le scratching, c'est finalement une certaine agression mécanique de l'endomètre qui est réalisée à l'aveugle par ce qu'on appelle une petite pipelle ou qui peut être réalisée par l'hystéroscope. On va finalement faire une petite ou deux petites tranchées au niveau. Alors, tranchées, ça se joue en millimètres. C'est 2-3 millimètres, 4 peut-être, pas plus. Et en fait, on s'est rendu compte que le scratching optimisait, améliorait les qualités implantatoires de l'endomètre, notamment dans les transferts d'embryons conjugués. Voilà. Donc, c'est souvent quelque chose qui nous est demandé par les FIVistes dans ce cadre-là. Mais donc, il faut vraiment relativiser la difficulté. C'est, si j'ose dire, chaque hystéroscopie diagnostique, l'hystéroscopie diagnostique, c'est donc la mise en place d'une petite caméra dans l'utérus en consultation. Ce sont des caméras qui font entre 2,8 et 3,5 mm de diamètre. Et finalement, chaque hystéroscopie pourrait effectivement faire un scratching dans le même temps et en fait finalement un quasiment naturellement à chaque fois. Donc voilà, je pense qu'il faut intégrer ce scratching avec simplicité dans la prise en charge. Est-ce qu'il y a une autre question? Y a-t-il des limites à faire des cures de synéchie? Question compliquée, effectivement. C'est une question qui est compliquée. D'abord, quand on prend en charge une patiente qui a une synéchie, le discours initial, c'est de dire qu'on est parti pour une pathologie chronique, difficile à traiter, pour laquelle il va y avoir des étapes successives, avec des examens successifs et peut-être des interventions chirurgicales successives. Ce ne sont pas des patientes que l'on fait attendre, ce sont des patientes qui deviennent finalement prioritaires dans la prise en charge ou dans l'activité chirurgicale d'un service ou d'un chirurgien. On opère une patiente, elle a une synéchie, on améliore la cavité complètement du premier coup, c'est formidable. On la contrôle par une hystéroscopie, une échosonographie. On la trouve très belle, très bien. En revanche, si lors du geste opératoire, le geste est incomplet, ce qui est possible dans les synéchies dites complexes, il faut savoir arrêter son geste opératoire, laisser un peu de temps à l'endomètre de pousser, de cicatriser, recontrôler cette cavité utérine et refaire un deuxième geste opératoire, voire un troisième geste opératoire. La synéchie, au départ, c'est une complication. C'est une complication qui est liée à un acte chirurgical. La synéchie, le plus souvent, ce n'est pas une faute en tant que telle,
parce qu'à partir du moment où on réalise un geste opératoire dans l'utérus, il y a un risque de synéchie, que ce soit pour une aspiration après une grossesse arrêtée, que ce soit après un accouchement avec une révision utérine, une hémorragie et un accouchement extrêmement compliqué où a peut-être été mis en danger la vie de la maman. Que ce soit après l'ablation d'un fibrome ou autre, la synéchie est possible. Donc le problème n'est pas de savoir si on peut vraiment l'éviter, le problème c'est de la dépister le plus précocement possible, parce qu'une synéchie dépistée précocement est traitée infiniment plus facilement qu'une synéchie ancienne qui a eu le temps de cicatriser. Et donc, quand on fait ce geste opératoire, pour récupérer cette cavité utérine, on a finalement, on recherche en fait des repères. Et ces repères, ce sont le départ des deux trompes, au fond à droite et au fond à droite et à gauche de la cavité utérine. Et dès qu'on arrive à avoir l'un de ces deux repères, on commence à savoir où on va. Il faut mettre dans l'idée que on creuse dans le sol, on creuse et on cherche une grotte et on ne sait pas où on la trouve. Et puis dès qu'on a trouvé un petit trou, on sait que la grotte est là et à ce moment-là, on va progressivement effondrer les parois pour se retrouver dans cette grotte. Et c'est ça la synéchie, c'est qu'on travaille dans une cavité utérine qui, lorsqu'elle est développée, fait 3 cm par 15 mm par 35-40 mm de hauteur. Et en plus, une cavité qui est virtuelle. La cavité utérine, naturellement, au quotidien, les parois de l'utérus sont l'une contre l'autre. Et c'est en mettant du sérum physiologique qu'on arrive à la dilater, à lui donner un petit peu de volume. Mais on travaille dans des volumes qui sont de très petite taille, avec parfois un utérus qui va saigner un peu, avec des petits filaments de muqueuse ou des filaments fibreux de synéchie qui nous empêchent de bien voir. Donc on est sur une chirurgie extrêmement difficile, très soigneuse et qui se joue au millimètre. Et donc, il faut savoir s'arrêter lorsque, dans un premier acte chirurgical, on a l'impression qu'on a fait ce qu'on pouvait faire. Ça demande beaucoup d'humilité de la part du chirurgien. Il faut s'arrêter pour éviter la surcomplication. C'est comme sur l'autoroute où on s'arrête pour regarder l'accident à côté, puis paf, on se prend la voiture qui est devant. Là, c'est la même chose. Il faut s'arrêter avant de faire un trou, avant de perforer l'utérus. Ce qui n'est pas forcément grave en tant que tel, mais en tout cas, ça oblige à interrompre l'intervention, ça crée une zone de fragilité supplémentaire et on perd du temps parce que ça met 2-3 mois à cicatriser, etc. Voilà, donc tant qu'on voit le départ d'une trompe utérine, tant qu'on voit quelques millimètres de fond utérin, à ce moment-là, il y a de l'espoir, il faut savoir continuer. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ensuite, c'est du cas par cas. Après, c'est compliqué. Après, il faut voir quels ont été les examens qui ont été faits, il faut savoir comment a été contrôlée la cavité utérine, est-ce qu'il y a eu des traitements médicaux qui ont été adaptés. Voilà. Et puis, de temps en temps, il peut arriver de dire, écoutez, je n'y arrive plus. C'est bien rare, mais il y a des situations où on n'a médicalement plus les capacités à récupérer une cavité utérine. C'est rare, heureusement, mais ça arrive. Et c'est dramatique. Alors, on a il y a plusieurs questions. Oui, est-ce que je vous les lis peut-être? La première question concerne les règles. Donc, règles toujours pas abondantes après la cure, veut-il dire récidive? Pas forcément. Pas forcément. D'abord, le plus important, d'abord, c'est qu'il y ait des règles. S'il y a des règles, c'est qu'il y a de l'endomètre. C'est naturel. Donc, s'il y a de l'endomètre, il est donc présent dans cette cavité utérine qui n'a pas encore retrouvé tout son volume, toute sa morphologie habituelle, mais il n'y a pas mieux que d'avoir des règles, même modérées. C'est la présence d'espoir. Le pire, c'est pas de règles du tout, c'est que ça pousse pas. Mais s'il y a des règles, même modérées, il y a un espoir. Et à ce moment-là, ça se recontrôle par une hystéroscopie diagnostique. Et puis, on voit à ce moment-là quelle est la morphologie qui a été récupérée, en tout cas partiellement. Ok. Alors, il y avait une autre question aussi qui concerne un utérus cloisonné. Donc, d'après vous, un utérus cloisonné opéré à 3 reprises peut-il expliquer des problèmes de nidation d'embryon? Alors, il y a 2 questions dans cette question-là. C'est utérus cloisonné opéré à 3 reprises et ensuite implantation.
L'utérus cloisonné, aujourd'hui, il est quasiment démontré qu'il faut opérer les patientes, les femmes qui ont des utérus cloisonnés, car le taux de fausse couche est plus important lorsque l'embryon va s'implanter sur la cloison. Globalement, le tissu nourricier sous-jacent n'est pas de qualité et la grossesse s'interrompt. Donc, on opère les cloisons. On les opère en sectionnant les cloisons. Il y a un terme qui persiste malheureusement qui dit résection de cloison. On n'enlève pas une cloison, on la sectionne, soit avec des micro-ciseaux, soit avec une petite pointe électrique, et le tissu se rétracte instantanément et la cavité utérine retrouve pas à pas son volume normal. De temps en temps, on peut être amené à opérer une deuxième fois parce que le chirurgien était prudent, le chirurgien a cru qu'il arrivait au niveau du plan des ostiums, au niveau du fond de l'utérus. Il a cru qu'il y était, et en fait, la dilatation de l'utérus qui est réalisée pour y voir clair, parfois repousse un peu le fond utérin et donne l'impression qu'on a atteint le fond et qu'on ne l'a pas atteint. Donc, avoir à réopérer une deuxième fois n'est pas quelque chose qui est ennuyeux en tant que tel, et compléter un geste opératoire, très bien, on n'est pas dans l'ennui. Le troisième geste opératoire m'ennuie un petit peu plus. Sur le principe, c'est pas tout à fait logique, sauf si il y a une complication du geste opératoire qui s'appelle la synéchie, parce que parfois, on peut avoir bien sectionné la cloison et puis les parois de l'utérus peuvent partiellement se recoller l'une à l'autre. Donc voilà pour le nombre de temps opératoires. Le deuxième point, la présence des règles après section de cloison utérine, normalement, la présence de règles n'est pas modifiée. Elle est même, pourquoi pas, un petit peu plus importante, mais les femmes qui ont des utérus cloisonnés n'ont pas habituellement des règles moins abondantes que les autres. La question était portée, la deuxième, c'était sur la nidation. Est-ce que du coup, les 3 reprises pouvaient empêcher la nidation? Alors, c'est pas que ces 3 reprises empêchent la nidation, c'est que s'il y a eu 3 reprises, voilà, s'il y a eu 3 reprises, c'est qu'on peut penser, non, s'il y a eu 2 reprises, il y a eu le geste opératoire, puis 2 reprises. S'il y a eu 2 reprises, c'est qu'on peut penser que la cure était peut-être incomplète, que du tissu cicatriciel était encore présent, et que dans ces conditions-là, ou qu'il y avait une synéchie, et que dans ces conditions-là, l'endomètre n'est pas encore propice à l'implantation. Ok. On a une question qui reprend un peu celle de tout à l'heure. Je te laisse peut-être, Laure. Oui, alors je vous la lis. Donc, une question qui concerne les synéchies. Donc, j'ai une synéchie de stade 4 suite à une césarienne d'urgence. J'étais dilatée à 10 à ce moment, en aménorrhée depuis. Mon endomètre a été bien endommagé. Il est quasi inexistant. Je retrouve cependant quelques écoulements sanguins rouge-bordeaux. Ai-je encore un espoir? Et la personne dit qu'elle a été opérée récemment. Alors, d'abord, sur le principe, oui, il y a de l'espoir. Ensuite, on rentre dans la catégorie des femmes qui ont accouché, qui ont ce qu'on appelle une hémorragie de la délivrance, c'est-à-dire une hémorragie après la sortie du bébé, avec la difficulté de la prise en charge, puisque le principe est de sauver une vie, sauver la vie de la maman, qui est mise en danger par le saignement. Et il y a donc, dans cette période en salle de travail ou au bloc opératoire, que ce soit après une césarienne ou après un accouchement normal, d'abord un stress inouï, une difficulté considérable, puisque l'équipe médicale, et pour l'avoir vécu un certain nombre de fois, doit remplir 2 objectifs: conserver cet utérus à tout prix et maintenir en vie une femme qui vient d'accoucher. Donc je dis ceci pour remettre un tout petit peu en perspective les conséquences de cette synéchie après l'accouchement, où il y a eu une difficulté de prise en charge et un stress de l'équipe qui est absolument, et de la patiente et du conjoint, considérable. La difficulté, c'est que ce sont des synéchies qui vont concerner finalement la globalité de cet utérus. Puisque le traitement qui a permis de sauver cette vie, de sauver cet utérus, c'était un traitement qui a été global sur l'utérus pour l'empêcher de saigner. À partir du moment où il y a quelques écoulements, effectivement, c'est positif. Et le secret, c'est probablement d'aller dans cet utérus par une hystéroscopie très vite, 2-3 mois après l'accouchement, pour lever le plus tôt possible
les accolements qui auront pu être réalisés, être provoqués par les traitements qui ont sauvé la vie. Voilà. Après, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut récupérer cette cavité utérine et, bien entendu, tenter de refaire pousser cet endomètre comme on en parlait tout à l'heure. Alors, il y a un examen qui n'a pas très bonne presse parce qu'il n'est pas agréable, qui s'appelle l'hystérosalpingographie, qui est la mise en place d'un produit dans l'utérus et de faire des radios. Aujourd'hui, la mode, c'est l'hystérosonographie, c'est-à-dire mettre de l'eau dans l'utérus et faire une échographie. La mode, c'est de faire des hystéroscopies, mettre une petite caméra. Mais il ne faut pas oublier cette fameuse hystérographie parce que on a une image finalement horizontale de la patiente. On a une image non plus en fuite comme en hystéroscopie, non plus interprétée comme l'hystérosonographie, mais on a une vraie image que l'on peut discuter et qui permet de voir si les trompes sont visibles et qui permettent d'apprécier un début de morphologie de cavité utérine. Or, nombre de collègues aujourd'hui ont tendance à laisser de côté cette hystérographie qui donne des perspectives chirurgicales et qui en plus sont facilement compréhensibles par les patientes à qui on décrit les images. Voilà, donc c'est un petit aparté sur cet examen qu'il faut savoir conserver dans sa panoplie d'exploration. Mais encore une fois, tant qu'on a des règles, même modérées, il y a pour moi un véritable espoir. Alors, merci pour ces réponses. Alors, on a beaucoup de questions qui arrivent. Alors, du coup, ça défile. Je remonte pour celles qu'on n'a pas posées. On a une question sur, j'imagine, après plusieurs cures, j'imagine, de synéchie, le myomètre est-il abîmé? Y a-t-il des risques que l'utérus ne se distende pas lors de la grossesse et du coup empêche le bon développement de la grossesse? Alors là, réponse très facile, il n'y a aucun risque. La synéchie, ce n'est pas une pathologie du myomètre, c'est une pathologie de l'endomètre. Le myomètre, c'est le muscle de l'utérus et il n'est pas fragilisé par le traitement des synéchies. Il n'est pas fragilisé, même si un jour il y a une perforation du myomètre lors du traitement, en rien cela ne va être préjudiciable pour la croissance de l'utérus avec une grossesse normalement évolutive. Absolument pas. Sur ce point-là, vous pouvez vraiment être rassuré. L'exemple qu'on a, alors c'est une pathologie qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui, qui était, certaines le savent peut-être, qui était le Distilbène. Le Distilbène, c'était un médicament qu'on donnait aux mères il y a bien longtemps pour réduire les fausses couches. Ça entraînait des malformations utérines avec des tout petits utérus microscopiques, on appelait des utérus Distilbène. Et ce sont des utérus qui parfois emmenaient des femmes jusqu'à terre matin avec des bébés de 3,5 kg sans aucune difficulté, alors que la cavité utérine était de toute petite. Donc là aussi, il faut se méfier de certaines conclusions, parfois d'échographistes, qui ont tendance à dire « Ouh là là, tout petit utérus, attention, etc. » Non, l'utérus, il nous surprend quotidiennement dans ses capacités d'adaptation à ce qui va se passer lors d'une grossesse. Et il faut presque arriver à séparer la gynécologie et l'infécondité à la grossesse et aux capacités de l'utérus à se développer. Ok. On a une autre question. Suite à 4 fausses couches, une personne qui est parmi nous ce soir est suivie donc, à Anton Béclair. On lui a diagnostiqué une synéchie dont elle ne connaît pas le stade, avec une levée de la synéchie en septembre dernier, et le contrôle a lieu la semaine prochaine. Alors, du coup, l'autre question. Et je crois que la personne précise qu'elle a 43 ans. Exactement, c'est ça. Là, il y a une autre question qui s'est intercalée. Exactement. Et donc, elle s'inquiète de la conclusion de l'hystéroscopie de contrôle et elle appréhende une potentielle seconde intervention. Elle a peur que son utérus soit fragilisé. Alors, le concept de l'utérus fragilisé, c'est difficile. Il y a eu un geste opératoire qui a été réalisé en septembre. Il y a un contrôle prévu la semaine prochaine. On est dans un très bon timing. Le timing, c'est qu'il y a 4-6 semaines
entre le geste opératoire et le contrôle, c'est parfait. Il n'y a pas de perte de temps, c'est le temps suffisant à la cicatrisation. Ensuite, cette cavité va être contrôlée donc la semaine prochaine. Il est normal que vous soyez inquiète avant cet examen parce que les résultats peuvent être favorables ou moins bons, mais normalement, le chirurgien qui vous a opéré a dû vous donner son sentiment. Et c'est important aussi, le sentiment. Les femmes, ce ne sont pas des stades. Hein. Les stades 1, 2, 3, 4, les endométrioses 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça, ce n'est pas possible. Les femmes ne sont pas des stades. Donc, on est capable, normalement, de vous dire, après un geste opératoire, et le stade, vous vous en fichez. On est capable de vous dire, écoutez, voilà, j'ai retrouvé une belle cavité utérine, j'ai vu le fond utérin, j'ai vu les ostiomes, le volume était appréciable, et donc je suis plutôt optimiste. Attendons l'hystéroscopie de contrôle. Ça, c'est un discours. Le deuxième discours, c'est de dire, écoutez, voilà, la restitution a été difficile, je n'ai pas retrouvé tout ce que je devais retrouver, et le deuxième temps opératoire, c'est pas que je le crains, c'est que je pense qu'il va être nécessaire, et s'il est nécessaire, c'est une bonne chose. C'est que cette restitution de la cavité aura été réalisée pas à pas. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Donc, c'est vrai, vous êtes inquiète parce que cet examen de contrôle va apporter des renseignements. Mais si on vous dit ensuite, écoutez, voilà, il y a une petite récidive localisée à droite, à gauche, au fond, et qu'on a besoin finalement de régulariser cette cavité utérine afin qu'elle puisse être optimisée, c'est une très bonne chose, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir positivement. Ensuite, 43 ans. 43 ans, oui, c'est plus 35 ans, c'est plus 30 ans, c'est plus compliqué, et il faut s'atteler à ce moment-là à agir également sur le plan médical pour que les oestrogènes, notamment, puissent restimuler cet endomètre. Mais ça, c'est vrai, finalement, pour toutes les queues de synéchie, à un moment donné, en tout cas lorsqu'elles sont complexes. Donc, il y a la question de l'endomètre qui revient régulièrement, c'est normal dans les synéchies. Quelle est selon vous l'épaisseur minimum satisfaisante pour un endomètre pour envisager une grossesse? Quand on a un endomètre à 7, 8, 9, 10 mm, tout le monde est content. Lorsque les endomètres plafonnent à 3, 4 mm, c'est difficile. C'est difficile, mais on arrive à faire pousser ces endomètres. Les collègues gynécologues médicaux qui se donnent du mal arrivent à les faire pousser. Ça prend du temps. Il y a souvent une impatience en face, l'impatience de transférer un embryon, l'impatience de restimuler un cycle, bien entendu, mais lorsqu'on prend du temps, on arrive souvent à faire pousser cet endomètre, souvent à les faire pousser. Okay. Il y avait une autre question dans les questions et réponses qui concernait, je vous la lis tout de suite, l'hystéroscopie. Alors, est-ce qu'un contrôle après opération par hystéroscopie opératoire, par hystérosonographie, est suffisant ou faut-il obligatoirement faire un contrôle par hystéroscopie diagnostique? Tout dépend qui. Tout dépend de la pathologie et tout dépend de ce qui a été opéré. L'intérêt de l'hystéroscopie diagnostique, c'est qu'elle va vraiment voir cette cavité utérine, qu'elle va en apprécier, elle va apprécier l'endomètre finement, elle va vérifier qu'il n'y ait pas d'endométrite, l'endométrite étant l'inflammation de la muqueuse utérine. Il n'y a que l'hystéroscopie qui permet de le voir. Donc l'hystérosonographie voit bien des endomètres, mais la tendance, c'est de proposer plutôt des hystérosonographies, puisque tous les échographistes maintenant beaucoup les font, et qu'il y a un accès plus facile à l'hystérosono qu'à l'hystéroscopie, d'une part, et que la tendance est aussi de faire croire que l'hystéroscopie diagnostique est un examen qui est toujours très douloureux, ce qui en pratique n'est pas vrai. Les hystéroscopistes habitués arrivent à faire des hystéroscopies avec de la délicatesse, avec un examen pour laquelle la douleur est peut-être vraiment raisonnable. Donc, pour moi, les deux examens ne sont pas en concurrence, ils sont complémentaires. Tout dépend de la stratégie, tout dépend de qui gère, comment c'est géré et pourquoi on fait cet examen. Voilà. On a une autre question. Donc, on a toujours sur la cure du synéchie.
Donc après une cure, au cours d'une cure, les ostiomes n'ont pas été vus à l'hystéroscopie. Donc la question de tomber enceinte naturellement forcément se pose. Peut-être la question, c'est même est-ce que les ostiomes peuvent être libérés et quelles sont les options s'ils ne peuvent pas être libérés? Alors, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur cet examen qui s'appelle l'hystérosalpingographie. C'est que de temps en temps, lorsqu'on fait une hystéroscopie, on ne voit pas les ostiomes. On ne les voit pas parce que le tissu est très cicatriciel et qu'on n'a pas ce petit trou qui fait 1,5 mm. On ne le voit pas. En tout cas, peut-être qu'il existe, mais on ne le voit pas. Et l'intérêt de l'hystérosalpingographie, c'est qu'on injecte un produit radio-opaque et l'eau, c'est comme les fuites d'eau dans un appartement, l'eau, ça passe partout. Et bien, le produit radio-opaque, si l'ostium est libéré, on va le voir à l'hystérosalpingographie et on verra le départ de la trompe. Donc, lorsqu'on ne voit pas les ostiomes et qu'on est dans le désir d'une fécondité naturelle, il y a la place évidente de l'hystérosalpingographie qui confirmera qu'on ne voit pas les ostiomes ou qui, au contraire, bonne nouvelle, dira tiens, d'un côté et ou de l'autre, le liquide est passé. Ça voudra dire qu'en hystéroscopie, on ne voyait pas l'ostium, mais en pratique, il existe. Voilà. Ensuite, récupérer des ostiomes, ce n'est important que pour celles qui sont dans un projet de fécondité naturelle. Des ostiomes qui sont bouchés totalement dans l'épaisseur du mur de l'utérus, ce n'est pas ennuyeux si le projet de fécondité est un projet de fécondation in vitro. On a toujours une autre question sur l'endomètre, mais là, cette fois-ci, c'est sur la disparité. Si l'endomètre n'est présent qu'au fond de la cavité utérine, car trop endommagé ailleurs, une grossesse est-elle envisageable? Alors, elle est, mais l'idée, si vous voulez, c'est que à partir du moment où on a un endroit où il y a de l'endomètre, on a quasiment gagné. En tout cas, on a le droit d'avoir de l'espérance parce que stimuler cet endomètre, c'est possible. Et l'endomètre, en fait, il augmente de sa surface pas à pas. Il va s'étaler, un petit peu comme de l'huile va tomber dans une assiette et puis totalement tapisser l'assiette. L'endomètre, c'est la même chose. À partir du moment où on en a un endroit, on a les moyens de tenter de l'aider à s'étaler. Donc, c'est effectivement au niveau du fond utérin que sa présence est la plus importante, mais avant de basculer rapidement dans le transfert d'embryon, si c'est le cas par exemple, il faut ne pas hésiter à se donner du temps, notamment médical, pour tenter d'aider à l'élargissement d'un endomètre épaissi. Je pense que ça rejoignait la deuxième partie de la question de cette personne qui demandait comment booster justement naturellement son endomètre. Voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et le boost est médical avant tout. Donc là, on a moins de questions. Est-ce qu'il y a des innovations à venir, des innovations, qu'elles soient thérapeutiques, chirurgicales ou autres, qui pourraient venir faciliter la prise en charge des troubles de la fertilité ou plus précisément des synéchies? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on est au top avec tout le matériel hystéroscopique, etc.? Alors, le matériel d'hystéroscopie a tendance à se miniaturiser, ce qui est plutôt une bonne chose. Et on arrive aujourd'hui à travailler dans l'utérus sans énergie, simplement ce qu'on appelle avec des ciseaux froids, des ciseaux qui n'endommagent absolument pas l'endomètre à côté. Donc, il y a une miniaturisation, mais on va dire que pour l'instant, l'essentiel est probablement fait. Dans tous les cas, il faut aller dans l'utérus. Dans tous les cas, il faut enlever ce fibrome, il faut enlever ce polype, il faut traiter la synéchie et ça reste une chirurgie extrêmement précautionneuse et, comme je disais tout à l'heure, dans un volume réduit. Si je devais parler d'innovation, ce serait plutôt par la voie célioscopique, notamment autour de l'endométriose, où en fait on avance pas mal. La maladie est de plus en plus connue. On sait aujourd'hui les femmes qu'il faut opérer, celles qu'il ne faut pas opérer, celles qu'il ne faut pas opérer, celles qu'il ne faut pas réopérer.
et la prise en charge médico-chirurgicale est de plus en plus pertinente. Et la troisième pathologie pour laquelle on progresse aussi, c'est la pathologie des fibromes. Enlever un fibrome, très bien, en enlever deux, très bien, et ce sont des situations aisées. En revanche, la difficulté, ce sont les femmes qui sont porteuses de très nombreux fibromes, de dizaines de fibromes. Et là, toute la difficulté, c'est que les opérer, on prend des risques de mauvaise cicatrisation, on prend des risques de synéchie multiples, et il y a en plus des récidives. Donc là aussi, il y a une stratégie vraiment à définir chez ces patientes-là pour savoir comment gérer ces situations-là. Et donc, il est indispensable que le chirurgien n'opère pas dans son coin et que le médecin de la reproduction ne travaille pas dans son coin. Il est indispensable, et je crois que c'est un message qui est très important, qu'il y ait une collaboration de tous les instants dans les pathologies compliquées entre l'équipe chirurgicale et l'équipe médicale. On ne peut pas faire les deux, ce sont deux métiers différents si on veut le faire convenablement. Et il y a des projets de prise en charge qu'il faut pouvoir écrire, expliquer, qui peuvent prendre du temps pour arriver à traiter les pathologies qui sont compliquées. Voilà. Mais s'il devait y avoir des innovations, je pense qu'elles ne seront pas chirurgicales, elles seront médicales pour tenter que la place de la chirurgie soit progressivement réduite. Ok. Alors, une autre question, pardon, je t'ai coupé, c'est la même question que je vais lire. Par rapport au stérilet, la pose d'un stérilet sur un utérus ayant souffert de synéchie, 4 opérations puis une grossesse, peut-il entraîner de nouvelles synéchies? Non. Dans certains traitements de synéchie, on est amené à poser un stérilet. Soit pour éviter la récidive, parce que finalement il empêche partiellement les deux parois de recoller, soit parce qu'on enlève ce stérilet un mois ou deux plus tard et il peut faire lever la synéchie mécaniquement en repassant. Alors c'est un petit peu désuet parce que finalement l'hystéroscopie diagnostique a le même rôle et elle permet de vérifier en plus l'intérieur de la cavité utérine. Voilà. Ensuite, un stérilet n'entraîne pas de synéchie par définition. Mais faut-il en revanche proposer comme contraception un stérilet à une femme qui a été opérée de synéchie et qui, éventuellement, souhaite une nouvelle grossesse? En fait, c'est ça la question. Parce que la contraception par stérilet, c'est formidable, sauf qu'il y a une complication qui existe, c'est l'infection sur stérilet. C'est rare, ça peut arriver, on n'en connaît pas beaucoup les causes, en dehors de trompes qui ont été abîmées, mais aller mettre un stérilet qui est source éventuellement d'une complication infectieuse, ça m'ennuierait un tout petit peu que cet utérus qui a été réparé avec succès, puisqu'il y a eu une grossesse, qu'on lui inflige un risque de complication. Donc j'aurais plutôt tendance, moi, à ne pas proposer, sauf si c'est impossible de faire autrement, une contraception par stérilet à cause du risque potentiel de celui-ci. Je pense qu'une cavité qui a été récupérée, en fait, moins on va l'agresser, mieux c'est. Et finalement, un stérilet, le mot, il faut le mettre entre guillemets, mais c'est aussi une petite agression locale contre l'implantation. Et moins on y touche à ces cavités qui ont été récupérées, mieux ça se passe. Mieux c'est, je pense. Ok. Là, pour revenir plutôt à la cure, on a une question concernant le gel et Yellow Barrière. Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il y a d'autres gels anti-adhérence? Alors, le gel, il est efficace, mais lorsque vous interrogez en off ceux qui l'utilisent, on va dire que les avis non officiels sont partagés. C'est compliqué aujourd'hui de ne pas en mettre du gel dans les synéchies qui sont complexes. C'est compliqué de ne pas en mettre, donc il faut en mettre. En revanche, cela n'empêche absolument pas et ne doit pas empêcher l'exploration de la cavité utérine par une hystéroscopie 4 à 6 semaines plus tard. C'est d'abord mécanique. Donc le gel, il est là pour tenter de mettre une substance finalement un petit peu visqueuse dans l'utérus à la suite du geste opératoire
afin que les parois ne recollent pas. C'est ça l'intérêt du gel. Mais il y a eu un effet bénéfique qui a été démontré, mais globalement sur une part, un pourcentage qui est réel, mais ça ne transforme pas radicalement le pronostic sur les synéchies complexes. Il faut aller revoir à l'intérieur, revoir la cavité de l'intérieur. Après, il y a d'autres produits qui sont en train de sortir, dont un que j'ai pu voir, qui sont des petites poudres qui vont être mises dans l'utérus. Et ces petites poudres vont être absorbées par l'organisme et vont finalement faire une petite feuille locale. Voilà, mais on est toujours dans la même idée. La même idée, c'est de créer un obstacle dans la cavité utérine pour éviter que les parois cicatricielles s'accolent. Voilà. Donc, tout ce qui est bon, tout ce qui agit dans ce sens, c'est bien. Mais il ne faut pas se dire que j'ai mis du gel, donc c'est formidable. Non, ça reste un élément parmi d'autres dans la prise en charge chirurgicale. Quelle est la place du ballon? Est-ce que c'est évoqué dans certaines publications? Oui. Est-ce que c'est utilisé on est dans la même idée. Le ballon, c'est quoi? Alors, ça peut être par exemple une sonde urinaire que l'on va gonfler dans la cavité utérine. Il peut y avoir d'autres types de ballons. L'objectif, c'est en post-opératoire, laisser cet utérus avec quelque chose à l'intérieur pour participer à la réduction du réaccollement des parois. Donc, c'est très bien. Alors, c'est pas très agréable parce que ce ballon, il est gonflé, ça donne des douleurs équivalentes aux douleurs de règles. Et puis après, on l'enlève et puis on va vérifier la cavité utérine. Après, il y a d'autres possibilités. On peut aussi mettre une espèce de lame de drainage que l'on va fixer sur le col, l'on va étaler à l'intérieur de l'utérus. Mais ne font ceci que ceux qui ont une expertise importante de la chirurgie de la synéchie. Ce sont vraiment des gestes de deuxième, de troisième intention. Ce sont rarement des gestes de première intention, rarement, parfois, mais on est dans l'hyperspécialisation, je pense. Mais on est toujours dans la même philosophie, c'est-à-dire mettre dans l'utérus un élément extérieur, naturel, biologique, biochimique, mécanique, pour aider à l'absence de réaccollement. Ok. Et donc, on rappelle juste l'hystéroscopie diagnostique, je le redis parce que vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est vrai qu'on est souvent interrogé, nous, sur la place, enfin, sur quel est le suivi, et l'hystéroscopie diagnostique, vous l'avez bien rappelé, c'est vraiment essentiel dans le suivi et dans la prise en charge pour éviter la récidive. Absolument, je confirme, c'est vraiment essentiel et il faut que ce soit dans une équipe, il y en a partout, dans des équipes qui ont conscience que la synéchie, il faut y retourner. On ne lâche pas une cavité utérine, elle est prioritaire, on y retourne et on essaye quelque chose. Et on essaye une hystéroscopie, puis on va faire une hysterographie. Et puis éventuellement, on met un stérilet. Tous les moyens sont bons, mais on ne lâche pas une cavité utérine. C'est vraiment ça qu'il faut faire passer comme message, je pense. Okay. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Peut-on pratiquer une hystéroscopie opératoire en période de règles? Oui, on peut, absolument. Ça dépend ce qu'on fait, ça dépend pourquoi faire, mais sur le principe, c'est possible. Par contre, pour l'hystéroscopie diagnostique, il y a une période. Voilà. Pour l'hystéroscopie diagnostique, en fait, elle se fait avec du sérum physiologique aujourd'hui, et on arrive avec 4, 5, 6 millilitres, centimètres cubes de sérum physiologique à avoir une cavité utérine. C'est en consultation, et il faut être en dehors des règles, parce que sinon, on n'y voit pas clair. Idéalement, on apprécie bien la cavité utérine si on dit que les règles durent 5 jours, entre J5 et J10, J11, J12. On apprécie bien. Quand on fait une hystéroscopie diagnostique entre J11, 12 et J14, 14, 15, chez une femme qui a des cycles de 28 jours, la difficulté, c'est que l'endomètre s'est épaissi et l'examen est parfois un petit peu plus compliqué lorsqu'on recherche des pathologies de petite taille. Donc, c'est bien de faire l'hystéroscopie diagnostique J12, 13, 14 si on veut apprécier les qualités d'implantation de l'utérus.
on n'apprécie pas les capacités d'implantation à faire une hystéroscopie diagnostique HJ 5, 6, 7, 8, 9. En revanche, HJ 5, 6, 7, 8, 9, on apprécie bien mieux la pathologie au sein de la cavité utérine, l'existence d'un petit polype, la visibilité des ostiums et les synéchies résiduelles. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Isabelle, mais... Si, c'était clair. Si. Je me suis perdu en route. Non, c'est bon, c'est parfait. Donc, on a une autre question sur la personne qui, tout à l'heure, vous a interrogé sur la synéchie post-césarienne. Alors, est-ce qu'on aurait dû me proposer un examen d'hystéroscopie rapidement après cette césarienne pour vérifier? Elle a été diagnostiquée 1 an après. Oui, là-dessus, bien entendu, c'est que la difficulté là aussi, c'est qu'aujourd'hui, les grossesses pathologiques, les accouchements pathologiques sont revus ensuite uniquement en général par des obstétriciens et qui se disent « Bonjour madame, on vous a sauvé la vie, vous avez encore votre utérus, vous avez un bébé qui va bien ». Et malheureusement, il n'y a pas le réflexe de la grossesse ultérieure, pas assez. Et une femme qui a eu un accouchement compliqué comme le vôtre, une femme qui a eu, après une interruption volontaire de grossesse, un curetage, un deuxième curetage, une femme qui a eu une rétention, c'est-à-dire à qui on a permis d'évacuer une grossesse arrêtée ou par des médicaments, et on l'a fait 1 fois, 2 fois, et puis on a fait un geste opératoire, un curetage, et puis un deuxième. Toutes ces femmes-là doivent avoir une hystéroscopie le cycle suivant. C'est indispensable. C'est le moyen le plus important, le plus facile, le plus efficace pour dépister tôt une synéchie. Et plus on la dépiste tôt, mieux c'est. Et quand en plus le geste opératoire, et là je parle des curetages successifs qui sont faits de temps en temps, et qu'en plus il y a eu de la fièvre, c'est ce qui est le pire, c'est terrible, parce que la synéchie qui va se former dans un contexte septique de fièvre, elles sont très complexes à récupérer. Donc oui, après une césarienne ou après un accouchement naturel durant lequel il y a eu des gestes dans l'utérus, il faut proposer l'hystéroscopie diagnostique dès qu'il y a eu retour de couche. C'est-à-dire le retour de couche étant les règles qui arrivent après l'accouchement. Et chez les femmes qui allaitent, donc pour lesquelles les règles n'arrivent pas, il faut faire cette hystéroscopie diagnostique, absolument. Et le timing est important parce que vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi le timing est important, parce que les synéchies se fibrosent. Voilà, c'est qu'une synéchie vue précocement, on va la qualifier de muqueuse, c'est-à-dire de superficielle. Elle s'effondre facilement. En revanche, lorsqu'elle est très ancienne, elle se fibreuse. C'est comme une cicatrice. Elle devient dure, elle s'organise et finalement, elle finit même par désorganiser le volume de la cavité utérine. Et donc, après un curetage pour IVG et suite compliquée, après un curetage ou une aspiration pour une grossesse arrêtée, à ce moment-là, il faut envisager l'hystéroscopie diagnostique quasiment le mois suivant. On laisse passer un épisode de règles et on fait une hystéroscopie diagnostique. Après un accouchement, 3 mois après l'accouchement, il faut faire cette hystéroscopie diagnostique. Celle qui allaite, elle n'est pas enceinte, on peut donc naturellement lui faire cette hystéroscopie. Et celle qui n'allaite pas, elle a eu son retour de couche 6 à 8 semaines après. On fait cette hystéroscopie. Et surtout, si elle n'a pas de retour de couche, après, alors qu'elle n'allaite pas, le risque de synéchie, la probabilité devient importante. Et oui, il faut y aller précocement. Alors, on a aussi la question des experts qui nous est posée très régulièrement. Donc, il y en a peu, globalement. Est-ce que vous avez des centres, des hôpitaux à recommander? Alors, vous, bien sûr, vous faites partie des experts vers qui nous, on oriente. Est-ce que vous avez des collègues, peut-être même un peu par plus de centres en France, parce qu'à Paris, c'est un peu plus concentré, on a un peu plus de contacts. Mais ailleurs, c'est vrai qu'on est un peu dépourvu. Est-ce que vous avez des contacts à donner? Oui, on peut trouver des contacts. La problématique, en fait, voyez-vous, c'est pas le contact de la qualité du chirurgien, parce que des collègues qui travaillent bien, il y en a partout.
La difficulté, c'est que ceux qui travaillent parfaitement en équipe et intégrer la complexité et la nécessité de ce travail d'équipe au quotidien. Voilà. Et donc, les collègues chirurgiens, bien entendu, mais il faut que ce soit des collègues qui travaillent avec les équipes d'AMP. Je crois que c'est important. Le chirurgien qui travaille tout seul dans son coin, c'est pas un bon chirurgien. Il faut vraiment qu'il soit en contact. Donc, il faut, je pense, à ce moment-là, ne pas hésiter à interroger finalement les équipes d'AMP, parce que les équipes d'AMP, finalement, elles ont leurs chirurgiens et elles ont leurs chirurgiens avec qui elles communiquent. Après, il y a des femmes qui passent pas forcément par l'AMP. Oui, alors, ce qui est vrai. À ce moment-là, y a-t-il dans les centres une consultation? On peut commencer par ça. Y a-t-il dans les centres une consultation d'hystéroscopie diagnostique? Déjà, rien que ça. Or, il y a pas mal d'endroits aujourd'hui où il n'y a pas d'hystéroscopie diagnostique. Et donc, s'il n'y a pas d'hystérodiag, il n'y a pas de prise en charge convenable de la synéchie. On peut aussi commencer comme ça. Les endroits, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une patiente arriver de l'Est de la France, dans une grande ville, il n'y avait pas d'hystérodiag. Donc, c'est pas possible d'être pris en charge s'il n'y a pas d'hystérodiag. Et donc, le chirurgien va opérer, mais d'ailleurs, il n'y a pas le suivi. Donc, voilà, je pense que les endroits où il y a l'hystéroscopie diagnostique en routine, organisée, ce sont les endroits, et ça, dans Lille, Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, il y a. Je vois parce que les images me viennent très vite, mais ce sont les endroits où il y a l'hystéroscopie diagnostique. Alors, à Lyon, j'ai eu des retours où on ne valorisait pas vraiment l'hystéroscopie diagnostique. Je sais. Ça doit être des centres. Voilà. J'ai eu ça aussi. Alors, est-ce que c'est, moi j'ai eu ça il n'y a pas très longtemps d'une patiente qui habitait dans les Alpes. Et en fait, parce qu'en fait, ils n'ont pas de consultation d'hystéroscopie diagnostique. Donc, en fait, de temps en temps, malheureusement, l'hystéroscopie diagnostique n'est pas valorisée parce que organiser une consultation d'hystéroscopie diagnostique, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple parce que il faut du matériel, il faut des collègues qui ont envie de réaliser cet examen en routine, il faut une organisation, une prise de rendez-vous, et c'est pas du Doctolib parce que les rendez-vous sont mal pris sinon. Donc en fait, le vrai problème, mais c'est un problème qu'on connaît depuis longtemps, c'est l'organisation des centres d'hystéroscopie. Et on se bat avec un certain nombre de collègues pour... moi, j'ai des copains de province en disant, mais je lui dis, bon sang, créer une consultation d'hystéroscopie. Simplement, il faut acheter du matériel, il faut l'organiser. L'examen a un coût sécurité sociale qui nous permet d'une façon générale pas beaucoup de réaliser l'achat du matériel, l'entretien, et le secrétariat, tout ce qu'on veut. Donc, c'est vrai que l'équilibre économique est compliqué. Certainement, mais ça fait partie. Il y a des solutions à trouver, c'est une certitude. Mais les bonnes équipes sont celles qui ont l'hystérodiag avec elles. Ça nécessite une formation particulière, un DU, ou ça fait partie de la formation classique? Ça fait normalement partie de la formation classique. Sauf que la formation de l'hystéroscopie, elle est complexe. C'est qu'en fait, on est seul à opérer. L'hystéroscopie opératoire, les gestes opératoires sont difficiles, sont dans un petit volume. Donc, enseigner l'hystéroscopie opératoire, c'est difficile. L'hystérope, en plus, pendant très longtemps, était un peu le parent pauvre. C'est que tout le monde s'excitait beaucoup sur l'endométriose, les fibromes, et puis la cavité utérine, c'était un petit peu le cadet des soucis de tout le monde. Alors que quand vous discutez avec les spécialistes de l'implantation, avant tout, le secret, c'est l'implantation et c'est la qualité de la cavité utérine. Ensuite, apprendre l'hystéroscopie diagnostique, c'est difficile parce que l'hystéroscopie diagnostique est un geste qui doit être rapide. Si vous me permettez l'expression, lorsqu'on traîne dans une cavité utérine, on la fait saigner tout de suite. Et donc, pour bien voir dans la cavité, il faut vraiment pénétrer tout de suite, suivre ce col, aller dans la cavité, accéder au fond de l'utérus. Je vous ai rappelé tout à l'heure, la taille de la cavité, c'est 2-3 cm par 2-3 cm par 4. On en fait le tour très vite. Et finalement,
apprendre l'hystéroscopie, c'est compliqué parce que si le senior essaye dans un premier temps et fait essayer ensuite par, on va dire, l'interne, s'il y retourne, d'abord c'est désagréable pour la femme parce que ça fait mal, et puis quand on y retourne, il y a du sang. Et puis si on commence par faire essayer au jeune qui apprend, il risque de faire saigner, et s'il fait saigner, le senior qui retourne derrière a du mal à y voir. Donc c'est un examen qui est compliqué, comme d'autres, à enseigner. Il faut avoir des jeunes qui soient motivés pour cela. C'est ingrat, c'est difficile. Alors, il faut essayer. En plus, il y a d'autres façons d'essayer. Lorsque les femmes sont opérées d'une célioscopie, elles ont souvent des hystéroscopies en même temps. Et là, effectivement, la patiente dort, donc le senior peut essayer, et puis après, le junior peut essayer. Et on n'est pas dans le MeToo abominable, on est simplement dans l'exploration d'une cavité utérine fait dignement, convenablement par un senior et un junior, l'un à la suite de l'autre. Et ça, c'est possible. Donc, voilà. Mais il faut que l'enseignant soit motivé et que l'enseigné ait conscience de l'importance de ce geste opératoire dans son activité ultérieure. Très bien. Alors, il y a beaucoup de remerciements déjà. Je voulais vous le signaler pour la précision et la qualité de vos réponses. Il y a 2 autres questions. Est-ce que les synéchies sont à vie malgré les opérations? Un utérus qui a été récupéré, non, je ne vais pas vous répondre comme ça. Une femme qui est enceinte après une cure de synéchie, il faut la qualifier de quasiment guérie. Elle est guérie en tout cas au moins une fois puisqu'elle a une grossesse évolutive. Une femme qui a une synéchie qu'on n'arrive pas à traiter et qui ne souhaite plus avoir d'enfant, elle va vieillir avec sa synéchie. Et en tant que telle, ça n'a pas d'importance. Donc, devenir ménopausée avec une synéchie, ça n'a pas d'importance. La surveillance gynécologique avec une synéchie n'a pas d'importance. L'importance, c'est cette synéchie, est-ce qu'on a obtenu le succès qu'on attendait? Le succès étant une grossesse. On peut avoir parfois réussi à opérer une fois, obtenir une grossesse. L'utérus récupère, parfois bien, parfois il repart dans ses travers, de mauvaise cicatrisation, et on est parfois amené à réopérer avec succès ou sans succès. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. C'est vraiment, en tout cas, je parle des synéchies complexes. Hein. La synéchie au niveau du col ou la synéchie au niveau de l'isthme utérin sont des synéchies qu'on récupère facilement parce que c'est un obstacle qui n'est que de quelques millimètres. Les synéchies très complexes sont des cavités utérines qui ont été un peu torturées. On est parfois obligé de reprendre après un accouchement, pour peu que cet accouchement ait été compliqué, parce que on n'en a pas parlé, mais les synéchies complexes, ce sont des cavités utérines qui sont pathologiques. Une grossesse démarre, mais on a parfois ce qu'on appelle des troubles de l'implantation placentaire. Le placenta s'implante dans l'utérus et normalement, à la suite d'un accouchement, ce placenta se libère de l'utérus naturellement. Or, les utérus qui ont été opérés à multiples reprises ont plus souvent des troubles de l'implantation du placenta, c'est-à-dire que les placentas vont finalement non pas être collés à la cavité et se libérer, mais vont avoir une partie d'entre eux qui vont finalement se coller, s'accréter, c'est le terme qu'on emploie, le placenta accreta, et ce sont des placentas qui vont avoir du mal à se séparer et qui vont en fait entraîner une nouvelle hémorragie et de nouveaux gestes et parfois créer de nouvelles synéchies. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est que quand on part d'une synéchie complexe ancienne, qu'il y a eu une grossesse, un accouchement, ce sont souvent des accouchements compliqués et qui donnent des situations à risque de nouvelles synéchies et on retombe dans un cercle vicieux. Difficile.
c'est très clair. Alors, une autre question. Une greffe d'endomètre est-elle possible? Pas en France aujourd'hui. Alors, on a également la question sur une synéchie bien traitée peut-elle récidiver alors que l'hystéroscopie diagnostique après l'opération montrait qu'elle était totalement levée? En gros, est-ce qu'une récidive peut-elle survenir après l'hystéroscopie diagnostique de contrôle? Oui, voilà. Oui, cela est possible. Si on veut avoir un schéma d'une grande prudence, on pourrait dire que sur une synéchie, un chouïa complexe, pour laquelle l'hystéroscopie diagnostique est normale 6 semaines plus tard, 6-8 semaines plus tard, un nouvel examen de contrôle 4 à 6 mois plus tard est sécuritaire. Ce n'est pas démontré, mais ça va mieux en le disant. Alors, une personne qui demande à quel moment on sait quand arrêter les opérations. Quand l'équipe médicale et chirurgicale se réunit ensemble avec la patiente successivement ou pas, analyse l'ensemble du dossier et définit qu'ils sont arrivés l'un et l'autre ensemble au bout de la démarche. Dire à une patiente stop, c'est d'une violence inouïe, c'est d'un traumatisme, ce sont des torrents de larmes, et il faut que cela arrive après un parcours où les compétences médicales et chirurgicales se sont mises d'accord pour pouvoir donner cette conclusion. Alors, on a une question aussi sur les fausses couches consécutives au synéchie, même après avoir été opéré. Alors, après, la question est très clairement les synéchies, même après avoir été opéré, entraîneraient de multiples fausses couches. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Une synéchie opérée avec une cavité utérine qui a été restituée n'est pas une cavité qui va favoriser les fausses couches, qui va entraîner les fausses couches. Si on a récupéré un bel endomètre, on n'est plus dans la fausse couche. La question qui se pose à ce moment-là, c'est aussi l'exploration des fausses couches successives. Et quand on revoit, mais comme par hasard, il y a eu une fausse couche, une deuxième fausse couche, il y a eu une aspiration, puis il y a une synéchie, et on récupère, et puis il y a de nouveau une fausse couche. Et à ce moment-là, la question c'est est-ce que la synéchie, est-ce que la cavité utérine, est responsable de la fausse couche, ou au contraire, est-ce que l'exploration complète a été faite dans le cadre du syndrome des fausses couches à répétition? Et cette exploration, elle est complexe, elle est longue, elle est compliquée, elle est encore incomplète aujourd'hui, mais elle est bien plus dense aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Donc attention à ne pas rendre la synéchie responsable des fausses couches à répétition. Ok. Et à l'inverse, le fait d'avoir plusieurs fausses couches peut aussi être le signe de synéchie qu'on n'a pas encore diagnostiqué? Alors, il n'y a de synéchie qu'à partir du moment où il y a eu un geste à l'intérieur. Oui, mais du coup... Plusieurs fausses couches de suite sans aspiration, il n'y a pas de synéchie. D'accord. Il n'y a de synéchie qu'à partir du moment où il y a eu un geste opératoire. Uniquement. Donc, ne serait-ce qu'une aspiration pour grossesse arrêtée. S'il n'y a pas eu de geste opératoire, des fausses couches successives, et qu'à la troisième fausse couche, il y a un geste opératoire et qu'il y a une synéchie, une nouvelle fausse couche ensuite, à partir du moment où la cavité a été récupérée, est peut-être intégrée dans le cadre des fausses couches à répétition et pas forcément dans le cadre de la cavité utérine et de la synéchie qui aura été traitée, et en fait, en général avec succès, puisque il y a eu une grossesse qui s'est développée. Après, il y a fausse couche à 6 semaines et fausse couche à 11 semaines. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ce n'est pas là le débat aujourd'hui.
Alors, il y a quelqu'un qui vous demande, alors je vous lis la question. Mon chirurgien ne m'a pas donné de traitement alors que j'ai une très mauvaise qualité de l'endomètre, mais j'ai un contrôle dans 6 semaines. Est-ce que ce ne sera pas trop tard pour la cicatrisation? Alors, s'il n'a pas donné de traitement, c'est que peut-être qu'il a une bonne raison. Il y a un nombre de synéchies pour lesquelles le traitement médical n'est pas forcément nécessaire. La synéchie modérée avec un petit éperon fibreux latéral, droit ou gauche, au niveau du fond utérin, qui est traité extrêmement facilement, avec un endomètre qui est de qualité par ailleurs, on n'est pas forcément obligé de mettre un traitement médical. Voilà, donc ça dépend vraiment de ce qui a été réalisé à ce moment-là. Est-ce que aussi on a certains médecins donnent des oestrogènes avant la chirurgie? Quel est l'objectif? Alors, je ne suis pas favorable parce que en fait, ça augmente. Je ne suis pas favorable d'une façon générale, mais en fait, ça va augmenter un petit peu l'épaisseur de l'endomètre et finalement, ça peut nuire un peu à la facilité du geste opératoire. En fait, de temps en temps, quand on opère, on est gêné par l'endomètre. L'endomètre, c'est des petits, c'est des petits, c'est de la muqueuse qui a tendance à se déliter un tout petit peu, qui saigne un tout petit peu, et un endomètre trop épais nous ennuie pour bien voir. Donc, il ne faut pas mélanger l'endomètre épais dont on a besoin pour récupérer et pour récupérer une surface. On en a besoin, mais avant une chirurgie, un endomètre épais, c'est un peu casse-pied quand on opère. On a l'endomètre qui est devant le. Il faut pas oublier que notre optique, quand on opère, la caméra fait l'optique fait 2 mm et demi. Le conduit qui met la lumière fait 1 mm et demi. Le conduit qui amène le sérum physiologique pour qu'il rentre fait 3 mm. Donc, on travaille dans quelque chose de tout petit. Donc, un endomètre épaissi à 8-10 mm, pour peu qu'on rentre un petit peu dedans, parce qu'on a du mal à accéder à la cavité utérine, parce qu'elle est très rétroversée ou très antéversée, on se met à décoller de l'endomètre et en fait, on n'est pas bien pour bien voir. Voilà. Donc, voilà. Donc, pas forcément d'estrogène systématique avant l'intervention. Peut-être en revanche, celles qui ont des endomètres très très fins, oui, on leur donne des oestrogènes parce que de toute façon, on est déjà tellement fin que ça peut qu'être mieux. Mais ne pas en donner systématiquement. Non, on gêne le geste opératoire. On peut le gêner. Donc, on a moins de questions après avoir une avalanche. En tout cas, des remerciements encore, comme Laure le disait tout à l'heure, pour la clarté des réponses. Est-ce que, donc on a parlé tout à l'heure des complications du placenta accreta, est-ce qu'il y a il y a un point à faire avec l'équipe qui suit la grossesse, justement, dans le cadre d'un post-synéchie? Oui, alors moi, ça fait partie, je fais l'enseignement de l'hystéroscopie diagnostique et opératoire au DU de Port-Royal, où l'un des messages, c'est effectivement qu'il y ait un lien entre l'équipe d'obstétrique et l'équipe de chirurgie. Aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes équipes. Avant, on faisait tout, on faisait des accouchements, on opérait, on faisait tout. Et aujourd'hui, on se surspécialise tous parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et il faut du dialogue entre les équipes. Et il faut que les obstétriciens pensent à la cavité utérine au coup d'après. Mais dans les congrès, il n'y a pas très longtemps, certains se posaient même la question de proposer de façon systématique une hystéroscopie diagnostique après chaque curetage. Une hystéroscopie diagnostique, pardon, après chaque curetage, après chaque aspiration. C'est pas démontré, mais au moins y arriver précocement. Ça se heurte, et on revient au sujet précédent, ça se heurte aux infrastructures. Et il n'y a malheureusement pas beaucoup d'endroits où on peut faire des hystéroscopies faciles à tout le monde. Mais ce serait une idée. La synéchie, finalement, faut arriver à être le plus préventif possible.
Donc, il y a des situations où on ne peut pas faire autrement que d'en entraîner une, mais il faut en faire le diagnostic le plus précocement possible. Donc, agir sur les maternités en leur disant « pensez-y à la visite postnatale », mais la visite postnatale est souvent faite par des sages-femmes. J'ai rien contre les sages-femmes, évidemment, mais elles n'ont pas la culture de la gynécologie, et c'est certainement une des failles du système. Et puis, on en parlait tout à l'heure, le postnatal d'une femme qui a eu un accouchement extrêmement compliqué, tout le monde s'est réjoui parce que tout le monde est vivant et que l'utérus est toujours là. Mais très bien, mais ça c'est l'histoire ancienne. Il faut déjà penser à l'histoire suivante, qui est la future grossesse. Est-ce qu'il y a moyen de prévenir le risque hémorragique, ou en tout cas de mieux le contrôler chez des femmes qui, du coup, en post-synéchie, ont un risque hémorragique qui est un peu plus élevé? Non, on ne peut pas le prévenir. C'est toute la difficulté de l'accouchement. C'est qu'on sait que ce risque existe. Ce qu'on peut, c'est faire en sorte que ce saignement soit le plus bref possible. Et pour ça, il y a des ballons qui sont mis dans l'utérus. Il y a plein de techniques obstétricales qui sont aujourd'hui développées pour éviter l'hémorragie. Mais ces techniques obstétricales, elles servent à éviter l'hémorragie, mais elles servent aussi. Ils essayent d'être le moins agressif possible. Ils essayent, bien sûr. Alors si, j'ai quelque chose qui me vient à l'idée quand même. Une technique dont vous avez entendu parler qui s'appelle l'embolisation. On n'en a pas parlé. Il y a deux types d'embolisation. Il y a l'embolisation notamment pour traiter les hémorragies après l'accouchement, où là, on va finalement boucher les artères utérines de telle façon à arrêter le saignement. On est dans une situation d'urgence vitale. Et puis, il y a un effet de mode en ce moment sur l'embolisation pour les pathologies de fibrome ou d'adénomiose. Parce que les femmes se disent « Tiens, je ne suis pas opérée, je vais être embolisée, c'est formidable. » Mais ça, c'est très ennuyeux, parce que l'embolisation des fibromes chez une femme qui a encore un désir de grossesse, elle est fondamentale aujourd'hui à proscrire. Il y a des risques de synéchie, il y a des risques que la cavité utérine soit touchée par les petites billes qui vont réduire le volume des fibromes. Et l'embolisation pour adénomiose, j'ai récupéré une patiente il n'y a pas très longtemps, c'est dramatique. Ce sont des cavités qui sont totalement altérées parce qu'il y a une volonté sur laquelle je ne reviens pas, mais de ne pas opérer. Et résultat, on a traité l'utérus dans sa globalité, alors que le fibrome, c'est quelque chose de local, et que l'adénomiose, le traitement de l'adénomiose globale, il est d'abord médical, il n'est surtout pas chirurgical. L'embolisation, ça reste un geste chirurgical. Global, et pas... voilà. En revanche, emboliser un fibrome chez une femme qui n'a plus d'objectif de grossesse, très bien, avec dans les bonnes indications. Emboliser un utérus adénomiosique globalement pour éviter d'autres actes chirurgicaux, très bien, mais chez des femmes qui n'ont plus d'objectif de grossesse. Après, ça nécessite aussi une information éclairée des femmes sur ce sujet-là, et ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Alors, ce n'est pas toujours le cas, ce qui est vrai, d'ailleurs pour tous les actes chirurgicaux, oui. On est tous de temps en temps responsables et potentiellement fautifs d'un manque d'information, bien sûr. Mais de temps en temps, l'embolisation est perçue comme étant un acte non chirurgical, non invasif, ce qui n'est pas vrai. Okay. On a une autre question. Donc, j'ai été enceinte avec des synéchies. J'ai une chorioamniotite à 20 semaines avec un col ouvert. Les synéchies sont-elles la cause? Non. La synéchie n'est pas la cause du col ouvert. Des synéchies qui ont été opérées à plusieurs reprises, et on en arrive à la chirurgie intra-utérine itérative, c'est qu'on dilate un petit peu le col. On le dilate jusqu'à 6 mm, parfois jusqu'à 9, rarement jusqu'à 10. Et les dilatations successives d'un col de l'utérus peuvent altérer les fibres musculaires de ce col et sont un risque, une situation à risque de ce qu'on appelle la béance cervico-isthmique.
c'est-à-dire l'ouverture du col naturel au niveau du col de l'utérus et de l'isthme utérin. Donc, l'ouverture du col, dans ce contexte-là, c'est souvent parce qu'il y a eu des gestes intra-utérins itératifs. La chorioamniotite, c'est autre chose. La chorioamniotite, c'est l'infection de l'œuf étant le liquide amniotique dans sa globalité et le fœtus qui est en son sein. Quelle est l'origine de la chorioamniotite? Est-ce qu'elle est liée à des germes qui sont montés progressivement? Est-ce qu'elle est liée à des touchés vaginaux successifs sur des cols qui sont ouverts? Est-ce qu'elle est liée à un col très ouvert? Est-ce qu'elle est liée à une flore vaginale anormale à risque? Il y a plein d'hypothèses. C'est un drame, la chorioamniotite, pour laquelle on a parfois des réponses, mais pas toujours. La synéchie en tant que telle n'est pas une cause de chorioamniotite. La synéchie, lorsque la grossesse a atteint 20 semaines, elle a disparu. À 12 semaines, la synéchie, elle a disparu. La synéchie, c'était 2, 3, 4, 5, 10 mm. À 12 semaines, le sac utérin, il fait déjà 7-8 cm de mémoire. À 20 semaines, le sac utérin fait 20 cm, 15 cm, je ne sais plus. Mais donc, la synéchie, c'est tout petit, une synéchie, c'est tout petit. Donc, ça n'a pas de conséquence sur une grossesse qui a passé le stade de la fin du premier trimestre. Ok. Alors, on a une autre question. Est-ce que pratiquer une hystéroscopie diagnostique à J16, donc en post-ovulation, en effet, peut provoquer une fausse couche précoce? Mais après, il n'y a pas eu d'implantation encore à J16. Non, voilà, il n'y a pas eu d'implantation à J16. Donc, je dirais que c'est une mauvaise question en ce sens que l'hystéroscopie à J16, à partir du moment où il y a eu des rapports sexuels dans les 2-3 jours qui précèdent, en théorie, elle n'a pas lieu d'être. Donc, c'est une question qu'on ne devrait pas se poser. Ok, mais du coup, il n'y a pas de fausse couche précoce qui peut... Même s'il y en a une... Il n'y a pas de fausse couche précoce parce qu'en fait, à J16, on est donc à on les trompe, J2, on est à J2 post-ovulation, pour une ovulation à J14. Oh. On est donc à J1 peut-être de la fécondité. Et encore, hein, on peut avoir un spermatozoïde qui met un petit peu son ton à monter et on n'a peut-être même pas encore de fécondation. Donc en fait, il n'y a pas de fausse couche et si tant est qu'il y en a une, on ne le saura jamais. Ok. Tout à l'heure, on a parlé de toutes les complications de la grossesse qui devaient nécessiter un contrôle hystéroscopique. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, la polypectomie, etc., qui indiquent après un suivi hystéroscopique? Oui. L'ablation de fibrome par hystéroscopie opératoire oblige à une hystéroscopie diagnostique. L'ablation de polypes, tout dépend de la taille des polypes. Les petits polypes qui sont opérés dans le cadre des femmes chez qui on les découvre parce qu'elles cherchent à être enceintes, on trouve un polype de 10, 12, 15 mm. Je ne suis pas convaincu, si le geste opératoire a été fait dans des mains habituées, de la nécessité d'une hystéroscopie de contrôle. C'est un geste de plus chez des patientes qui sont dans des parcours qui sont longs et compliqués. Et le geste ne me paraît pas indispensable parce que l'ablation du polype, c'est un geste chirurgical qui reste muqueux. On reste au niveau de la muqueuse. Alors que l'ablation d'un fibrome, on va agir sur le muscle de l'utérus. Et à ce moment-là, quand on enlève un fibrome, il y a une zone de muscle sur laquelle il n'y a plus de muqueuse. C'est pour ça que l'ablation du fibrome est à risque de synéchie. Et donc, effectivement, dès qu'on enlève un fibrome en hystéroscopie, il faut faire une hystéroscopie de contrôle, parce que quand il y a une petite synéchie, on arrive à la lever 9 fois sur 10 par l'examen diagnostique en consultation. Lorsqu'on enlève des fibromes par laparotomie, c'est-à-dire par ouverture du ventre, ou lorsqu'on enlève des fibromes par célioscopie, l'intervention se passe de deux façons. Il y a eu une ouverture de la cavité utérine. Par voie haute, donc, oui, il faut absolument faire une hystéroscopie de contrôle. Parce que le fait qu'il y ait eu ouverture de la cavité donne un risque de synéchie. S'il n'y a pas eu d'ouverture de la cavité,
il faut quand même la faire, parce que de temps en temps, on pense qu'on ne l'a pas ouverte, mais en fait, on l'a ouverte. Donc en fait, dès qu'on enlève un fibrome par laparotomie, on doit faire une hystéroscopie de contrôle. Elle sera normale, tant mieux, mais au moins, le sujet est clos et on part sur autre chose. Très bien, merci. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, pour le moment. Est-ce que vous avez un message global, si on n'a plus de questions, un message un peu récapitulatif? On a beaucoup parlé des synéchies, mais peut-être plus global sur la prise en charge de la fertilité. Donc, la collaboration avec les équipes d'AMP me semble effectivement un message important que vous avez déjà transmis. Il y en a peut-être d'autres. Oui, la collaboration avec les équipes d'AMP ou avec les gynécologues médicaux, parce qu'avant d'être en AMP, la gynécologue médicale est aux premières loges. Donc, il faut être suivi par des équipes qui se parlent. Je crois que c'est très important. Le deuxième point qui est important, c'est que le chirurgien, c'est un homme, c'est une femme, mais avec qui il faut parler. Il faut faire tomber le mythe du chirurgien, ça suffit. Il faut se dire que c'est un homme qui fait un travail manuel, qui se sert de ses 10 doigts et qui a une tête pour réfléchir et pour discuter et pour parler. Donc, si je devais, on va dire, agir sur les femmes, sur les patientes, c'est faites parler votre chirurgien, parlez avec lui. C'est juste un homme, c'est juste une femme, mais il a le devoir de discuter avec vous. Il a le devoir, il peut se tromper, il peut faire une erreur, il peut passer à côté de quelque chose, comme tout le monde. Mais au moins, il doit pouvoir discuter avec vous et vous avez le devoir de lui poser vos questions, vos interrogations. Voilà, c'est un petit peu ça que je dirais. Démystifier le chirurgien. C'est un travail qui a été appris sur le long terme, c'est une spécialité comme une autre. Voilà, il a juste un chapeau bleu, un chapeau rose et une bavette quand il opère et une paire de gants, mais démystifier sa fonction, il fait son travail, mais il est là pour vous transmettre ce qu'il fait avec ses certitudes et avec ses doutes. C'est comme ça que la pathologie, notamment les pathologies difficiles à gérer parce qu'elles prennent du temps, parce qu'elles sont parfois itératives, qu'elles pourront être gérées par le couple médical et patiente. Merci pour toutes ces informations. Ah oui, ben après, c'est un commentaire qui me dit que vous êtes comme ça, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, effectivement, après, à part, je pense que moi, je peux me permettre de donner un conseil, c'est effectivement comme ce que vous dites, hein, c'est être acteur. Les femmes doivent être actrices de leur prise en charge pour permettre de faire avancer les choses. Et même si effectivement tous les médecins ou tous les chirurgiens, c'est un peu comme tout le monde, ne sont pas à l'écoute, je pense qu'il faut aussi pousser les gens à réfléchir, à se poser des questions. Comme le dit le docteur Landowski, tout le monde, tous les chirurgiens sont à même d'écouter les femmes et peut-être de remettre en cause certaines fois leur pratique ou leur mode de communication. Et puis le médecin, on dévie un peu, mais ça reste un homme et une femme qui un jour va dans un bon jour, le plus souvent j'espère, et puis un jour il est fatigué, il est mal luné, il a un souci, il est moins à l'écoute, il fait le minimum, consciemment ou inconsciemment. Donc ça reste un métier, la médecine au sens large du terme, de relations humaines entre quelqu'un qui souffre et puis un professionnel qui doit forcément laisser ses soucis à la maison, mais de temps en temps, on le sait tous, on est dans un bon mood ou on ne l'est pas. Il y a un jour, on a une bonne écoute, il y a un jour, on a une moins bonne écoute, il y a un jour, on est passé à côté. Voilà, c'est beaucoup d'humilité, la médecine, et certains le comprennent, avancent en ce sens, et puis d'autres non, mais on est dans la relation humaine dans sa globalité. On est tous faillibles. Merci en tout cas pour toutes ces informations qui, je pense, ont intéressé et toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. S'il n'y a pas de questions, alors on a encore un merci à vous de nous avoir éclairé, Dr Landowski. Vous êtes top. Merci infiniment. Là, je transmets. C'est gentil. Donc, je me joins à toutes les personnes qui nous ont écoutés ce soir pour vous remercier du temps que vous nous avez accordé.
Et puis de la prise en charge qui est au top, effectivement, tout ce que vous proposez au quotidien. Voilà. Merci à vous. Et donc, je remercie toutes les personnes aussi qui nous ont écoutés. Merci de nous avoir suivis ce soir. Comme vous le savez peut-être, on a un groupe Facebook qui permet à tous d'échanger, de poser des questions quand on en a. Donc, si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas le lien, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur cinechi@bande.fr et je vous le transmettrai.